Et aujourd'hui, nous commençons par l'histoire du peuplement de la Nouvelle-Calédonie, des Lapita au Kanak. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Des Lapita au Kanak, le peuplement de la Nouvelle-Calédonie, avec cette petite complexité de l'écriture de l'histoire, des territoires du lointain. Du lointain pour qui? Pour l'Occident, parce que pour celles et ceux qui vivent là-bas, c'est pas loin. Cette histoire a longtemps écrite à partir d'un autre regard, celui des Occidentaux, à l'aune des connaissances du moment, et pour le dire mollement, avec beaucoup d'a priori. C'est le cas pour la Nouvelle-Calédonie, entre avancée des connaissances et obligation de les replacer dans les sociétés qui les ont produite, cette Nouvelle-Calédonie qui fut si souvent présentée comme une île fossile et riche de son histoire millénaire. Bon, eh bien, maintenant que l'équipe est complète, je vous propose de partir à la découverte de la perle du Pacifique. Les navigateurs mélanésiens donnaient à la Nouvelle-Calédonie le nom de la Grande Terre. Pourquoi on l'appelle la Nouvelle-Calédonie? Il y a une ancienne Calédonie? Une île qui fut jadis partie d'un continent. Une île qui fit jadis partie d'un continent. Bonjour Christophe Sand. Bonsoir. Ah ben oui, bonsoir, parce que vous nous parlez de très loin avec cette histoire de la Nouvelle-Calédonie. Disons-le, ça fait très longtemps qu'on a cessé de penser que l'histoire commençait à l'arrivée des premiers Européens. Cette histoire ancienne s'est écrite à partir de quand? À partir de quel moment a-t-on réfléchi à l'origine des populations que les premiers Européens ont rencontrées? Finalement, très rapidement après la découverte mutuelle, puisque dès James Cook, on a des questionnements sur les origines des Océaniens, et en Nouvelle-Calédonie, dès les années 1860-1880, on a les premiers écrits essayant de donner une racine historique à l'occidental. Au peuple premier qui est installé et qui est en cours de colonisation. Avec cette idée-là qu'il y a ce regard que nous portons, nous, avec notre conception du temps qui passe, du passé, est-ce que cela peut correspondre à des narrations que ces Européens ont pu croiser au moment d'écouter ces grands récits, parce qu'il y avait bien sûr des récits. Ça correspond, la perception du temps ? La perception du temps est bien différente suivant les cultures et suivant les civilisations. Et dans le Pacifique, l'approche est différente, mais il me semble important que ce soit mon collègue Jean-Marie Ouadraouen qui parle de cette perception océanienne du temps et de l'espace. Jean-Marie Ouadraouen, vous êtes avec nous, vous êtes archéologue à l'Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, dites-nous, donnez un élément de réponse sur cette perception du temps. Alors, bonsoir à tous. Alors oui, concernant la perception du temps, il est évident qu'on peut pas au fait comprendre la vision du temps et en particulier celle du temps océanien si on reste ancré sur des modèles occidentalo-centrés au fait. Voilà. Le monde occidental avait eu pour habitude de prendre comme élément principal l'an zéro, au fait, qui permettait de caler ce qui se faisait avant et ce qui se faisait après Jésus-Christ. Sauf que pour les Océaniens, au fait, la gestion du temps, elle est différente. Au fait, grâce à l'oralité, au fait, tout est continuellement recomposé, au fait, dans des rites de groupes qui arrivent, de groupes qui se défendent et de façon d'occuper l'espace. Ils avaient une façon au fait de gérer ce temps qui n'était pas du tout le même que celui des Européens en fait. C'est ce temps-là qui nous intéresse, cette réflexion sur le peuplement de la Nouvelle-Calédonie, en tout cas ce que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, avec une réflexion aussi qui prend en compte la géographie. Le 4 septembre 1774, le capitaine James Cook découvre la Nouvelle-Calédonie. Le 27 septembre suivant, il découvre l'île des Pins. Ce sera seulement le 24 septembre 1853. Soit 79 ans plus tard. Que l'amiral Février des Pointes prend officiellement possession de l'île de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances. Et cela au nom de l'empereur Napoléon III et de la France. C'est le commandant de Montravel qui choisit Nouméa comme capitale. Jacquot m'écrivait également dans une de ses lettres qu'en 1856, les Kanaks attaquèrent Nouméa et massacrèrent quelques colons. C'est un Français, Jean Vergès, qui alerta la petite garnison de Port-de-France et la sauva ainsi du guet-apens préparé contre elle.
C'est incroyable quand on écoute ces sons-là. Nous sommes en 1960, partons à la découverte de la Nouvelle-Calédonie ici. Cette émission donc présente bien sûr la chronologie de manière très fine. Christophe Sandin, vous êtes aussi archéologue à l'Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie, mais vous nous l'avez dit, il y a déjà un intérêt qui est porté sur l'ancienneté de ces populations-là. Que sait-on? Comment imagine-t-on ces populations-là? Je disais comme une île fossile. C'est-à-dire il y a cette idée que c'est la rencontre avec des peuples depuis toujours présents, immuables. Oui, alors les premiers écrits au début de la période coloniale sont des écrits qui en fait donnent une légitimité au peuple mélanésien qui est là lors de la prise de possession française. Et donc c'est un monsieur Glomont qui écrit que en fait pour lui le peuplement de la Calédonie a commencé durant le Paléolithique. Et son idée, c'est que les gens au fur et à mesure sont devenus des agriculteurs et c'est ce processus lent dans la vision du 19e siècle qui finalement a abouti à la société kanak qui est rencontrée par les Européens. Cette première interprétation va être changée à partir du début du XXe siècle par un receveur des postes qui va écrire beaucoup, il s'appelle Monsieur Archambault, et lui, il va prendre un point de vue totalement différent, qui est un point de vue relativement classique dans les sociétés coloniales, parce qu'on le retrouve en Algérie, on le retrouve en Afrique noire, on le retrouve en Indochine. Son idée, c'est que comme il les appelle à l'époque, les indigènes, eh bien, ne sont pas les premiers occupants, qu'avant eux, il y avait des gens différents, et que ces gens différents étaient plus civilisés, avaient plus de culture et avaient été envahis par des méchants papous noirs venant de Nouvelle-Guinée qui avaient exterminé les populations précédentes et donc les Français arrivant finalement entre guillemets symboliquement ramener la civilisation. Cette théorie, c'est celle qui a été enseignée dans les écoles calédoniennes pendant 3/4 de siècle et qui a été poussée à un extrême dans les années 1950, puisque l'idée c'était que les premiers habitants avaient été des Noirs tout petits, un peu gnomes, qui avaient été ensuite envahis par des gens qui avaient une civilisation fantastique et qui nécessairement étaient des gens à peau claire, qui avaient un lien avec le Caucase. On ne sait pas comment, mais voilà. Et que ensuite, effectivement, ils avaient été eux-mêmes envahis par des papous qui eux-mêmes avaient vu arriver des bateaux européens des siècles plus tard. Et donc il a fallu en fait le développement de l'archéologie à partir des années 1970 de façon difficile, parce que dans ce pays c'est difficile de parler d'histoire, c'est difficile de parler de passé. Il a fallu les années 70 pour que l'archéologie commence véritablement à apporter des réponses qui soient des réponses d'ordre scientifique, permettant à partir des années 1990, en particulier grâce à une équipe locale d'archéologues, de montrer qu'en fait l'histoire ancienne de la Calédonie, qui couvre à peu près 2800 ans, c'est-à-dire une centaine de générations humaines, eh bien cette histoire était extrêmement complexe, dynamique, avait évolué au cours du temps, et que essayer d'avoir une vision simpliste de ce passé était une erreur historique. Ouais, l'histoire, l'archéologie, on sait combien ces disciplines peuvent être manipulées avec des fins politiques sans doute, et puis parfois simplement parce que c'est l'archéologue qui est imbibé de l'esprit de son temps. Jean-Marie Wadjawane, dites-nous, quelles sont les traces archéologiques qui ont fasciné, pour vous le dire autrement, ces Européens archéologues qui s'intéressent au passé? Que regardent-ils en premier? Qu'est-ce qu'il y a de monumental en Nouvelle-Calédonie qui a pu les interpeller? Alors pour revenir un peu sur ce que disait Christophe, en fait ce qui va intéresser les premières personnes qui s'intéressent à l'archéologie, l'archéologie étant une science de l'objet, en fait c'est l'objet qui va
tout d'abord attirer leur regard, et notamment Monsieur Glomand, au fait, qui va s'intéresser au début à décrire au fait des éléments de poterie. On va avoir Monsieur Archambault, au fait, qui va lui beaucoup documenter, et bien que ses conclusions soient assez tirées par les cheveux sur la fin, il va quand même dresser un inventaire de plus de 500 au fait pétroglyphes qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire. Et pour les périodes qui vont suivre, ça va être le monumentalisme au fait des structures qu'on observe dans les îles Loyauté. Voilà, donc les gens vont très vite être attirés par ces objets, en tout cas pour les poteries, et bien que les conclusions, comme l'a rappelé Christophe, il faudra attendre les années 70 et surtout les années 90 pour qu'il y ait une véritable prise en compte au fait d'une discipline archéologique scientifique au fait sur le territoire, pour que ces données viennent à être étudiées par des spécialistes. Mais c'est vraiment l'intérêt pour les objets au départ qui va questionner au fait la longévité au fait de l'occupation de l'archipel calédonien. Avec cette idée que la Nouvelle-Calédonie, c'est très loin. Et donc, nous imaginons bien ces premiers scientifiques à vouloir s'intéresser à ce qui s'est passé ici par le passé ont été fortement surpris, et peut-être sont-ils encore portés par un regard bien particulier, celui d'une évolution humaine de la préhistoire jusqu'à la civilisation. Eh bien, je dois dire que c'est en Océanie où on peut encore trouver, non plus en Calédonie, puisque maintenant c'est de l'archéologie, mais quand nous sommes arrivés en Nouvelle-Calédonie, ces hommes étaient encore à l'âge de pierre, et ils avaient des outils à lame de pierre. En effet, tout homme adulte était un guerrier, et le guerrier ne sortait jamais sans ses insignes de dignité, à savoir la cordelette de fronde qui entourait son front, et de magnifiques casse-têtes, généralement faits dans un bois de gaillac, avec une patine merveilleuse, extrêmement polie. Ces casse-têtes avaient des formes diverses, et l'un des plus connus est celui qu'on appelle le casse-tête à bec, une espèce de pointe redoutable, et qui permettait de fracasser les crânes au cours des batailles. François Girard du Musée de l'Homme à Paris, qui a participé dans les années 1950 à des expéditions, des coopérations de recherche en Nouvelle-Calédonie, et qui s'exprimait. Là, nous étions en 1953, juste avant son départ. Peut-être qu'à son retour, elle ne disait pas la même chose. Christophe Sand, on a vraiment ce regard porté sur l'évolution des civilisations, la préhistoire et l'idée de population encore marquée par ce que les Européens sont en train de découvrir au même moment sur leur propre préhistoire. Absolument, il y a un lien très fort entre l'archéologie européenne et la manière dont elle est structurée et les exemples ethnographiques qui vont être puisés par les archéologues européens, en particulier dans le Pacifique. Et donc voilà, le Pacifique va servir quelque part, les sociétés traditionnelles du Pacifique vont servir d'exemple facile aux archéologues européens pour reconstituer ce qu'a pu être la longue histoire européenne. Mais dans le Pacifique, en fait, la réalité du peuplement est bien différente. Le premier peuplement du nord de la Mélanésie s'est fait il y a autour de 50 000 ans, c'est-à-dire au même moment que le peuplement d'Homo sapiens en Europe. Donc on a une histoire extrêmement longue dans cette partie nord-ouest du Pacifique, mais plus au sud, et en particulier en Calédonie, le premier peuplement ne se fait que il y a environ 3000 ans. Donc 120 générations, si on prend à partir d'aujourd'hui. Autour de 1000 ans avant Jésus-Christ, les premières pirogues arrivent du nord, et ces pirogues, elles portent des populations qui ont une origine déjà métissée, puisque c'est des populations dont la racine linguistique, une partie des racines culturelles et une partie des racines génétiques sont en Asie du Sud-Est, mais d'autres éléments de culture, d'autres éléments génétiques, d'autres éléments de tradition sont dans le nord de la Mélanésie, et ces groupes arrivent avec une culture que les archéologues ont nommée la culture Lapita. C'est une culture de découvreurs avec la fabrication de poteries extrêmement décorées, très finement décorées avec des motifs pointillés, et cette tradition va se répandre
entre 1200 avant Jésus-Christ et 900 avant Jésus-Christ, de la Nouvelle-Guinée jusque dans le Pacifique central. Et donc le début du peuplement du sud de la Mélanésie et de la Polynésie occidentale va se faire à travers ces populations Lapita qui vont pour la première fois aborder ces îles qui étaient avant vierges de présence humaine et qui sont les plus anciens habitants de la Nouvelle-Calédonie, et c'est les premières pirogues qui sont arrivées, mais certainement pas les dernières, bien entendu. Jean-Marie Ouadjawane, dans ce qui vient d'être dit, ces populations Lapita qui précèdent d'autres populations et notamment les Kanaks, on va retrouver un peu ces hypothèses, et certaines complètement farfelues, de populations antérieures aux Kanaks développées, sachant que les Kanaks le seraient moins, ce qui légitime la colonisation. Cette mise en place d'une chronologie qui nous permet de voir les évolutions, parce que nous sommes dans une histoire dynamique. Ici, c'est quelque chose qui se met en place, j'imagine, difficilement. Tout à l'heure, ça a été dit, il a longtemps été difficile de parler de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Oui, alors en effet, c'est difficile de parler de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais surtout de parler de l'archéologie de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, il y a, même si la donnée, elle est aujourd'hui disponible, elle est connue, il y a encore des gens qui continuent d'émettre des propos sur le fait que les groupes Kanaks qui arrivent en Nouvelle-Calédonie auraient remplacé les anciennes populations Lapita, dotées de la pratique de l'art par la poterie et de la notion du beau, ce qui est très souvent relié à une étude au fait du mobilier archéologique, et en particulier la céramique. Les gens se basent sur les poteries que Christophe vient de décrire, au fait le lapita qui est très finement décoré, qui est richement orné, au fait, aux poteries qui seront observées par les premiers Européens en Nouvelle-Calédonie. Alors, en effet, quand on les regarde, au fait, on voit une évolution, au fait, des formes, un abandon des décors pour des poteries qui sont moins décorées, mais les gens du coup se basent là-dessus pour expliquer qu'au fait il y a des temps différents en Nouvelle-Calédonie et il y a un remplacement de population en Nouvelle-Calédonie, ce que la donnée archéologique dément depuis quelques années. Au fait, ce qu'on voit, ce sont des évolutions longues au fait des processus humains au fait en Nouvelle-Calédonie et des habitudes au fait de départ qui finissent par être abandonnées par les groupes, parce que les groupes basculent vers des sociétés au fait de navigateurs, découvreurs au fait des îles du Pacifique, à des sociétés qui s'implantent dans le milieu et qui finissent par anthropiser l'espace et de fait modifient toute leur pratique qui va de l'occupation de l'environnement à la modification des objets qui font leur quotidien, et en l'occurrence au fait la poterie lapita. Il y a une précision au fait qu'il faut rappeler aussi, c'est que ce sont des groupes qui sont des groupes néolithiques, qui ont des pratiques qui sont liées justement à ces faits néolithiques. Mais du coup, on rentre dans les discours très scientifiques, et généralement les gens au fait retiennent que ce qu'ils ont envie de retenir. Si j'écoute la présentation de Christophe, ce que je retiens, c'est qu'il y a des lapita au début, il y a des Kanaks par la suite, et des mouvements de pirogues à l'intérieur. Donc du coup, sans avoir besoin de curiosité intellectuelle, je vais au fait simplifier l'histoire avec des groupes Lapita qui se font remplacer par les Kanaks, ce que ne démontre pas au fait l'archéologie aujourd'hui. Christophe Sand, effectivement, comme je l'ai fait moi-même, dire les Kanaks remplacent les Lapita, ça ne répond pas à l'exigence scientifique. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est exactement ça. C'est une erreur d'interprétation. C'est faire un résumé de l'histoire. En fait, les Lapita sont les plus anciens ancêtres des Kanaks. Les langues kanak parlées aujourd'hui sont des langues austronésiennes, et ces langues austronésiennes, elles ont été introduites par les Lapita il y a 3000 ans. On n'a absolument dans l'archéologie calédonienne aucune discontinuité, c'est-à-dire on n'a aucune indication d'un remplacement de population. Ça fait 40 ans qu'on cherche le signe de ce remplacement et on ne le trouve pas. Et donc, il faut comprendre l'histoire du peuplement calédonien comme un processus lent, comme vient de le dire Jean-Marie très bien, un processus qui s'est fait sur des millénaires, et un processus qui
avec l'arrivée d'autres pirogues, parce que les peuples du Pacifique sont des gens qui voyagent, c'est des gens qui se déplacent. On a donc des moments où il y a eu des gens qui sont arrivés, mais ils n'ont jamais remplacé les gens qui étaient là avant eux. On a eu des dynamiques, on a eu des évolutions, et donc la poterie a changé au cours du temps, la forme des haches et des herminettes a changé au cours du temps, la manière d'occuper l'espace a changé au cours du temps, et c'est ça qui fait la richesse, la dynamique et l'intérêt de l'histoire ancienne de la Calédonie. Et c'est ce processus-là qui, sur un temps long, va faire émerger, par exemple, à partir d'environ 500 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 5 siècles après le premier peuplement lapita, alors que les premières générations étaient des potiers, et des potiers remarquables, eh bien, on voit aux îles Loyauté, c'est-à-dire Maré, Lifou, Ouvéa et Tiga, à l'est de la grande terre de Nouvelle-Calédonie, on voit que les gens abandonnent progressivement la fabrication des poteries. C'est pas parce qu'ils sont remplacés par d'autres, c'est tout simplement parce que sur les îles Loyauté, qui sont des îles coralliennes, l'argile est de mauvaise qualité, et donc c'est plus simple de faire venir des poteries de la grande terre où il y a beaucoup d'argile, plutôt que de continuer à en faire de mauvaise qualité. Vous voyez que là, ça n'a rien à voir avec une dynamique de remplacement de population, c'est juste de l'adaptation aux spécificités environnementales locales. Avec ces lapitas aux origines du peuplement de la Nouvelle-Calédonie. On a voulu, pendant très longtemps en Nouvelle-Calédonie, dichotomiser la culture lapita, qui est fondatrice, puis ensuite l'arrivée d'autres populations qui seraient venues exterminer les lapitas et qui auraient pris leur place. Mais non, c'est simplement que ces premières cultures océaniennes, pour des raisons qui sont très intéressantes à étudier, se sont toujours installées en petites unités villageoises sur le bord de mer, et bien évidemment, ils étaient beaucoup plus exposés que les gens qui étaient dans les vallées. Mais ça pose le problème de l'économie de ces gens-là et de leur système de chefferie, justement. Jean Frémigachi, historien de la colonisation, qui s'exprimait sur France Culture en 1990. Oui, il le dit bien. Comment s'étaient organisées ces populations? Ça, c'est encore une autre réflexion, une fois qu'on a posé les bases de ce premier peuplement. Et qu'est-ce que nous savons des lapitas, Jean-Marie Ouadjawane? Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est grâce aux travaux menés par le biais de l'archéologie en Nouvelle-Calédonie et grâce aux nombreuses campagnes, au fait que Christophe Sand avait lancé au fait à une époque en Nouvelle-Calédonie sur des sites connus. Ce qu'on sait, c'est que c'est le premier toucher humain au fait de l'archipel calédonien. Il y a personne avant. Avant, il y a une faune endémique au fait qui est sur l'archipel, mais qui est le seul, qui sont les seuls au fait d'animaux à occuper l'archipel et sans prédateurs. Et vous avez aux alentours de 1100 avant Jésus-Christ, 1100-1050, les premiers humains qui arrivent dans l'archipel calédonien, à travers un mouvement de départ au fait qui est, pour ce qui est du phénomène lapita, on le situe au niveau de l'archipel des Bismarck, même si le courant au fait revient de beaucoup plus haut, au fait de la région de Taïwan et aussi de la région côtière de la Chine. On a ces navigateurs au fait qui vont descendre et qui vont arriver dans l'archipel des Bismarck et poursuivre, bien sûr avec des temps d'arrêt, ils vont poursuivre leur navigation jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est en tout cas pour la Nouvelle-Calédonie et pour beaucoup d'archipels où cette culture est arrivée, c'est le point de départ au fait du fait humain dans ces archipels. Et ensuite, au fait, comme l'a rappelé Christophe, en fait, les sociétés vont évoluer sur des temps qui sont lents, avec des modèles d'occupation qui sont probablement pour les lapitas, quand ils sont dans une dynamique au fait de découverte et de recherche de nouveaux espaces, avec au départ de très faibles impacts sur les environnements, qui va avoir tendance au fait à s'accentuer au fait dans le temps, ces impacts humains au fait sur le milieu, ce qu'on observe archéologiquement, parce que vous êtes en effet, comme je le disais tout à l'heure, sur des sociétés qui sont de fait néolithiques. Voilà. Et donc du coup, ils ont des façons d'occuper l'espace qui est du coup d'ouvrir au fait les zones dans un premier temps pour implanter des structures d'habitat et deuxièmement pour pouvoir installer des zones horticoles. Mais voilà, le lapita marque en tout cas dans l'archipel calédonien le début d'une activité humaine sur la Grande Terre et dans les îles Loyauté.
Christophe Sand, et il s'organise comment alors c'est l'habitat? Parce qu'on a de l'implantation, on a de l'habitat bien sûr, mais aussi le besoin d'occuper la terre, de produire pour survivre, le contact avec la mer, l'intérieur des terres, ça nous demande une organisation sociale. Alors, la période Lapita, en fait, elle dure à peu près 250 ans, c'est-à-dire qu'elle représente 1/10 de l'histoire du pays, au niveau chronologique. Quand les gens ils arrivent à quelques dizaines de pirogues. C'est-à-dire qu'ils sont très peu nombreux, ils sont installés sur les bords de mer, ils sont en échange constant les uns avec les autres sur parfois des centaines de kilomètres. On a aujourd'hui la preuve archéologique que des poteries Lapita fabriquées en Nouvelle-Calédonie ont été exportées jusqu'au Vanuatu, à plus de 700 kilomètres d'ici. Le long des côtes calédoniennes, les gens se sont échangés des poteries Lapita sur plus de 400 kilomètres de distance. Donc c'était des gens très mobiles, des gens qui avaient des villages côtiers, comme le disait Daniel Frumigacci, des gens qui étaient plutôt tournés vers la mer, même s'ils avaient un certain nombre de tubercules, comme les taros et les ignames, des bananiers, des cannes à sucre, mais relativement rustiques. Et leur organisation devait être une organisation de type très simplement hiérarchique, assez simple, parce que on sait que des sociétés de découvreurs ont besoin d'avoir une forme de hiérarchie afin de pouvoir avoir une organisation qui tienne. Mais au bout d'environ 250 ans, la multiplication des groupes a fait que certains sont restés en bord de mer et d'autres ont commencé à rentrer dans les vallées, ont mis le feu aux forêts parce que toute la grande terre calédonienne et les îles Loyauté étaient couvertes de forêts. Il fallait brûler cette forêt pour pouvoir planter les tubercules. Et donc sur à peu près 400-500 ans, on a eu une progressive humanisation de ces espaces, mais dans un processus où il devait y avoir probablement au bout de 1000 ans environ peut-être 10 000 personnes entre la Grande Terre et les îles, et donc des gens qui étaient mobiles, des gens qui se déplaçaient relativement couramment, des gens qui n'avaient pas d'habitat fixe pendant des générations et des générations, et des gens qui, au fur et à mesure où ils brûlaient, dans un système de culture sur brûlis, ça s'appelle comme ça, on finit par faire disparaître toute une partie des anciennes forêts et transformer les paysages pour leurs besoins à eux, même si la densité de population était relativement peu nombreuse. Et qu'en est-il des Kanaks? Alors, Jean-Marie, est-ce que tu veux bien que en fait, ce qui se passe, c'est que il y a vers 200-300 après Jésus-Christ, vous voyez qu'on est déjà à un tiers de notre chronologie, on a une période de crise. Cette période de crise, elle s'explique entre autres par le fait que l'augmentation de la population et en même temps les défrichages ont dû aboutir à une période de crise où les gens avaient commencé à abîmer leur environnement et commencé à être en conflit sur le foncier, sur les terres cultivables. Sachant que des cultures sur brûlis, il faut des très longues années de jachère pour laisser reposer la terre. Et on voit, à partir d'environ 200 ans après Jésus-Christ, en fait, une période d'instabilité, une période de crise. Cette période de crise, elle va se traduire par la diminution extrêmement importante des relations entre la Grande Terre et les îles Loyauté. Les îles Loyauté vont se renfermer les unes chacune sur elles-mêmes, avec le développement de tensions à l'intérieur de chacune de ces îles, aboutissant à l'émergence de nouveaux systèmes politiques. Et ces nouveaux systèmes politiques semblent avoir été des systèmes politiques relativement hiérarchisés, fortement en tension les uns avec les autres, aboutissant, par exemple, sur l'île de Marais,
dont est originaire Jean-Marie, à la construction de grands ensembles mégalithiques fortifiés avec des murs qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres d'épaisseur, 4 mètres 50 de haut et des centaines de mètres de long, fabriqués avec un parement extérieur avec des blocs de corail fossile qui peuvent faire plusieurs tonnes pour chaque bloc. Et on voit au même moment sur la Grande Terre des espaces qui sont abandonnés, des occupations dans des endroits qui sont très peu fertiles, et donc une période qui a l'air d'être une période de difficulté et où les gens ne vivent pas bien. Par exemple, on voit qu'il y a des stress, les enfants n'ont pas assez à manger dans certaines de ces périodes. Et probablement, ce premier millénaire après Jésus-Christ est une période de tension, de guerre, de recherche d'un nouvel équilibre, parce que l'ancien équilibre ne fonctionne plus. Et une façon de trouver un nouvel équilibre avec la terre, ça a été pour les habitants de réfléchir à mieux préserver la terre. Mieux préserver la terre, ça voulait dire ne plus faire des brûlis qui étaient destructeurs et qui entraînaient l'érosion des sols. Et les gens, à partir d'environ 700 ans après Jésus-Christ, sur la Grande Terre, vont développer des nouvelles techniques agricoles, enfin plutôt horticoles. Pour l'igname, qui est le tubercule mâle, le tubercule qui a besoin d'être planté dans un sol sec, eh bien, ils vont avoir l'idée de gratter les sols de surface, les sols agricoles de surface, pour faire des grandes buttes. Quand je dis des grandes buttes, c'est des buttes qui peuvent faire jusqu'à 1,20 m de haut, 4 à 5 mètres de large et parfois plusieurs centaines de mètres de long. Et en plantant les tubercules au sommet de ces buttes, en fait, on peut, au bout de 9 mois ou d'1 an, on peut récupérer un tubercule de plusieurs dizaines de kilos. De même, pour l'autre tubercule important qui est le tubercule femelle, le taro d'eau, le taro qui a besoin de pousser dans l'eau, eh bien, ils vont inventer un système qui ressemble au système de la rizière que tout le monde connaît en Asie, c'est-à-dire qu'ils vont dévier des cours d'eau pour amener dans des espèces de réservoirs cette eau pour pouvoir faire des plateformes inondées, et ils vont planter leur taro dans ces plateformes inondées. Ce travail est un travail qui ne peut pas se faire, parce qu'il est relativement difficile, il ne peut pas se faire avec simplement une famille nucléaire, papa, maman, les 2 enfants. Il va falloir faire travailler des gens de la famille élargie. Et donc va se créer, avec la mise en place progressive de ces systèmes intensifiés de culture agricole, il va se mettre en place une société qui est une société beaucoup plus complexe au niveau de son organisation, où les alliances sont indispensables, et va se créer, à partir de cette dynamique, une nouvelle organisation sociale, une organisation autour de chefferies, autour de clans, autour d'alliances sur des grands espaces. Et c'est cette émergence, à partir d'environ 900, 1000 après Jésus-Christ, qui va faire émerger des traditions culturelles nouvelles. Les gens, ils vont les inventer. Et ces traditions culturelles nouvelles, c'est les traditions culturelles Kanak. Vous voyez donc que les Kanaks, ils n'arrivent pas avec une tradition. En fait, c'est un continuum, une évolution qui aboutit aux traditions spécifiquement Kanak autour de 1000 ans après Jésus-Christ. Ouais, quelle démonstration. Jean-Marie Ouadja-Awane, avec ici, dans ce qui vient d'être dit, l'évocation de ces organisations, et puis peut-être aussi des différences. On ne peut pas parler de la Nouvelle-Calédonie comme d'un tout, ces îles, ces archipels, et notamment ce qui a été évoqué, et là qui vous ramène clairement chez vous, avec des constructions absolument sidérantes, ces murs 10 mètres de haut, 4 mètres de large, enfin, ce n'est pas un désert archéologique, bien loin de là.
Ah non, pas du tout, non, c'est pas un désir archéologique, loin de là, mais, et comme l'a rappelé Christophe, au fait, chaque entité, au fait, Kanak, en tout cas les îles Loyauté et la Grande Terre, va avoir ses propres codes, au fait, pour s'adapter à des environnements, au fait, changeants. Voilà. Alors, dès le départ, au fait, les groupes austronésiens qui arrivent sur la Calédonie, au fait, ont un modèle, peut-être un modèle assez simple, au fait, d'organisation, mais qui, du coup, est assez complexe aussi face à l'entité Lapita dans le Pacifique. Mais pour le territoire, elle va avoir tendance, au fait, à se stratifier de plus en plus, puisque le modèle, au fait, qui était en vigueur, au fait, au moment de la découverte des îles, va changer, puisque les gens vont remarquer, au fait, que les paysages changent et que va y avoir, à un moment donné, une nécessité, au fait, de reformater un modèle de société et créer, au fait, de nouveaux modèles d'organisation pour les générations qui suivent dans le temps. Et c'est ce modèle-là qui sera observé par les premiers Européens par la suite. Des Lapita au Kanak, cette très longue histoire millénaire, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire du peuplement de la Nouvelle-Calédonie. Pilou, chant et danse traditionnelle kanak pour les fêtes, avec cet intérêt que nous avons aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur la manière dont s'est opéré le peuplement de la Nouvelle-Calédonie et la manière aussi, on peut le dire, comment les Kanaks eux-mêmes racontent ce peuplement. Jean-Marie Ouadjahawane, c'est quoi cette histoire-là? Parce que on voit bien que peu à peu, les récits qui sont passés de génération en génération correspondent aussi à ce que l'archéologue commence à découvrir. On voit bien, on a avancé dans le temps, les Lapita sont aux origines. Derrière nous, on a des récits portés par les Kanaks sur le peuplement de leur propre territoire. Alors il y a des récits au fait qui sont, qu'on appelle très souvent des mythes, au fait, qui sont des points d'origine pour certains groupes, mais pouvoir remonter au fait sur une échelle de temps qui est de l'ordre de 3000 ans. Les traditions orales, au fait, ne vont pas aussi loin dans le temps, ou en tout cas, dès qu'elles atteignent une certaine limite, elles basculent dans une mythologie, au fait, qui ancre les gens dans un espace. Voilà, donc, c'est une société qui est basée sur l'oralité, et du coup, toutes les transmissions des éléments du passé, elle va se baser sur des faits importants qui concernent le groupe. Voilà. Alors, archéologiquement, c'est toujours très délicat au fait de chercher à vouloir faire correspondre au fait la donnée de tradition orale à la donnée scientifique archéologique, parce que parfois on a affaire, comme l'a rappelé Christophe, en fait à des échelles de temps qui sont complètement différentes en fait entre le mythe et la donnée archéologique. Alors ça marche dans certains cas. Il y a par exemple au Vanuatu au fait un site du chef Roimata où les traditions orales parlaient justement de l'existence d'un homme au fait qui a rassemblé des groupes et qui a été enterré avec ses guerriers et leurs femmes sur une île en particulier. Au fait, là, dans ce cas-là, quand le professeur Garanger au fait l'a fouillé, il a réussi à faire corréler au fait la donnée de tradition orale à un fait archéologique. Voilà l'exemple des sépultures de Roimata. Mais c'est souvent très difficile au fait de chercher, en tout cas, à prouver par le biais de l'archéologie des faits de tradition orale. Je pense que peut-être que Christophe a une autre pensée là-dessus, mais je pense que c'est faire fausse route, au fait, parce qu'on va se confronter justement à des problèmes d'ordre d'espace temporel qui ne parle pas au fait au monde kanak par rapport à ce que la donnée scientifique archéologique cherche à faire correspondre. En fait, très souvent, on est sur des périodes qui peuvent s'espacer du plus récent au plus ancien, et du coup, on va basculer dans les mythes. Christophe Sand. Oui, effectivement, il y a un sens de l'histoire linéaire que porte l'archéologie. Parce que elle a une racine occidentale, face à une forme d'appropriation du temps kanak qui se fait sur des mouvements cycliques.
c'est des répétitions de 4 générations, c'est des compréhensions des déplacements des groupes sans avoir un besoin nécessaire de replacer ça dans une forme de chronologie. La seule chronologie qui vaille, c'est la légalité récitée dans les généalogies de la place de chacun des groupes et de chacun des clans dans une chefferie, qui rappelle à ce moment-là qui était là avant et qui est arrivé après. Mais c'est finalement une perception du temps et de l'espace et des légitimités qui est bien différente de ce que l'archéologie elle-même tente d'apporter. L'archéologie, elle tente, pour la période de l'ensemble culturel traditionnel kanak, elle tente avant tout d'apporter une compréhension de la densité de l'occupation du territoire. Et cette densité, elle apparaît aujourd'hui extrêmement forte, c'est-à-dire que je parlais des ensembles de taraudières tout à l'heure, ces grands billons surélevés. Vous avez des endroits où, en fait, des plaines agricoles sont entièrement couvertes de ces ensembles de billons, c'est-à-dire que vous avez un espace foncier de plaine de rivière qui est entièrement humanisé, chaque mètre carré a été travaillé par l'homme. De même pour les taraudières, ces terrasses de taraudières, vous avez des endroits en Calédonie où les terrasses de taraudières couvrent parfois des centaines d'hectares d'un seul tenant, avec des dizaines d'arrivées d'eau qui, pour certaines des arrivées d'eau, vont chercher l'eau à parfois 4-5 kilomètres de distance pour l'amener sur les terrasses de taraudières. Vous avez parfois jusqu'à 60 niveaux de terrasses, les unes au-dessus des autres, et vous pouvez imaginer le travail colossal que ça a représenté pendant des centaines d'années, à partir d'environ 1000 ans après Jésus-Christ, de construire ces grands ensembles, génération après génération, de les faire fonctionner. Et donc, on constate, à partir de 1000 ans après Jésus-Christ, que, en fait, ce bouleversement civilisationnel, parce qu'on peut vraiment l'appeler comme ça, cette intensification de l'occupation de l'espace, va avoir 2 conséquences. La première conséquence, c'est que les gens vont se sédentariser. C'est-à-dire qu'ils vont s'implanter à un endroit, et ils vont y rester pendant des générations et des générations. Comme ils y restent pendant des générations, alors qu'ils ne faisaient pas, leurs ancêtres ne le faisaient pas, ils étaient plus nomades, eh bien, les gens vont construire des grands tertres de cases, c'est-à-dire des plateformes surélevées pour construire leurs habitats, et ils vont construire des véritables villages. Vous avez des hameaux kanak relevés par les archéologues, qu'on a relevés les uns et les autres, où vous pouvez avoir jusqu'à 70 tertres de cases. Parfois même, je connais un des villages où il y a plus de 100 tertres de cases. Vous pouvez imaginer la population que ça représente. Et ça, c'est la première grande révolution. C'est celle de la sédentarité des groupes. La deuxième, c'est que, parce que ces systèmes horticoles sont fragiles, en fait, on ne peut plus être dans une société qui est une société en guerre permanente d'un groupe à un autre. Et donc vont se mettre en place des systèmes d'alliance, des systèmes de guerre rituelle, des systèmes d'autres formes de compétition symbolique pour éviter que les guerres continuelles n'aboutissent à la destruction de ces ensembles horticoles fragiles. Et ça va permettre la réouverture des relations entre, en particulier, la Grande Terre et les îles Loyauté. Et à partir d'environ 1000 ans après Jésus-Christ, on voit réapparaître aux îles Loyauté plein d'objets de la Grande Terre et des échanges aussi bien d'objets que d'alliances matrimoniales que d'alliances politiques qui vont en fait faire de la Calédonie un endroit attrayant. Je veux dire par là que la stabilité du système va attirer des gens d'ailleurs, que ce soit des gens du Vanuatu, que ce soit même des gens qui viennent de 2500, 3000 kilomètres de distance,
Je pense à Wallis, je pense à Tonga, je pense à Tokelau. Et donc, on va avoir, au cours de cette période de l'ensemble culturel traditionnel kanak, on va avoir véritablement un archipel qui est en capacité d'accueillir des pirogues qui arrivent dans le cadre d'un ensemble où les populations sont relativement nombreuses. Oui, beaucoup de monde sur ces territoires. Jean-Marie Ouadjaouane, on voit bien ici dans tout ce qui nous est présenté que cette histoire alors je parle de la Nouvelle-Calédonie, mais là encore, il est bien difficile de se limiter à la Nouvelle-Calédonie. C'est une histoire interconnectée, une histoire dynamique, sans cesse en mouvement. Ah oui, on peut pas isoler la Nouvelle-Calédonie des autres archipels, au fait, qui sont proches, en tout cas le Vanuatu, puisque il y a des liens qui remontent à des périodes très anciennes. Les gens étaient au courant de l'existence de ces groupes d'îles à proximité. Et au fait, comme le disait Christophe, au fait, à un moment donné, la société va avoir besoin de se poser et de recréer des nouveaux schémas, au fait, des nouveaux modèles pour leur société. Et du coup, ça va nécessiter, au fait, la réouverture vers de nouveaux espaces, en tout cas les îles Loyauté qui s'étaient retrouvées en mode isolé. Et au fait, c'est là qu'on va voir apparaître les premiers faits, au fait, d'organisation hyper structurée avec des réseaux particuliers qui vont se mettre en route et en tout cas qui vont fonctionner dans des ensembles cohérents entre la Grande Terre et les îles Loyauté et puis beaucoup plus loin avec l'extérieur, et on observe ça dans en effet dans les faits de tradition orale qui en parlent, et dans certaines régions en fait c'est la découverte d'objets qui sont complètement exogènes au fait à la Nouvelle-Calédonie, qui vont démontrer ces connexions entre l'archipel calédonien et avec les autres îles du Pacifique. Et nous parlons ici de tous ces récits, de tout ce qui porte le récit, des découvertes aussi. Il est peut-être temps de s'arrêter sur ces pierres. Elles ont quelque chose de particulier. Il y a des signes gravés dessus. La chasse aux pétroglyphes ne s'improvise pas. Il faut être bon marcheur, acharné et surtout se munir du matériel adéquat. Le plus difficile consistant à repérer les fameuses gravures, il est indispensable d'avoir l'œil et de ne pas relâcher son attention. Tongwe est un des rares sites d'altitude et son accès n'est pas facile. Mais pour qui préfère le confort à l'effort, il y a Katiramona. À Katiramona, on peut, du siège de sa voiture, admirer Élise, un site de rivière comme la majorité de ceux que l'on trouve en Nouvelle-Calédonie. On trouve des pétroglyphes dans le monde entier et l'on compte actuellement 350 sites répartis sur toute la Nouvelle-Calédonie. Cependant, on note deux particularités concernant les pétroglyphes calédoniens. Premièrement, une forte densité de sites. Deuxièmement, une grande variété de motifs avec surtout l'omniprésence de croix, qu'elles soient simples, enveloppées ou à branches multiples. Ces pierres sans âge, issues de la nuit des temps, restent la plus mystérieuse des manifestations archéologiques représentées sur le territoire. En 1988, les pétroglyphes présentés dans l'émission Kaléidoscope, c'est sur RFO, Christophe Sand. Que sont ces pétroglyphes? Déjà, on a une datation? Alors, votre extrait démontre qu'on a fait quand même beaucoup de progrès au cours des 30 dernières années, parce que voilà, on sait aujourd'hui, voilà, on a à peu près 5000 et quelques motifs individuels qui ont été inventoriés. On a des centaines de sites et il reste des centaines de sites de pétroglyphes encore à inventorier, principalement sur la Grande Terre. Les datations sont extrêmement compliquées à obtenir et coûtent extrêmement cher, donc on n'a jamais eu les sous pour pouvoir les faire. Mais ce que l'on sait, c'est qu'on peut leur donner à ces pétroglyphes un certain nombre de limites chronologiques. La première limite chronologique, qui est une limite régionale, c'est que probablement les plus anciens pétroglyphes de Nouvelle-Calédonie ont été fabriqués au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Comment on le sait? Eh bien, c'est parce que la dame parlait là des croix enveloppées. Eh bien, figurez-vous que ce motif de la croix enveloppée, on la trouve sur des tessons de poterie lapita. Mais on sait également que ce motif de croix enveloppée était un motif de tatouage
dans les années 1870 dans la région de Bouraï. Et donc on a là une continuité d'un motif sur plusieurs millénaires. Certains autres pétroglyphes ont certainement été fabriqués au premier millénaire après Jésus-Christ ou au début du deuxième millénaire après Jésus-Christ. On le sait parce que ils ont été retrouvés sous plusieurs mètres d'alluvions dans le fond de rivières quand les gens ont fait des carrières de gravats. Et donc très clairement, ces pétroglyphes-là sont anciens. Mais on a également des pétroglyphes qui ont été fabriqués avec l'outil en métal. Or, l'outil en métal, il arrive en Nouvelle-Calédonie à travers les Européens à partir du début du XIXe siècle. Et donc, les Kanaks continuaient à fabriquer des pétroglyphes dans certaines régions encore au XIXe siècle. Et enfin, on a un certain nombre de récits européens, je précise bien, de récits européens, qui ont relevé des traditions orales du vivant des gens. Et les derniers pétroglyphes ont probablement été faits dans des régions comme Montfaoué dans les années 1920-1930. Et donc cette tradition des pétroglyphes en Nouvelle-Calédonie, elle ne marque pas une civilisation, elle ne marque pas une race ancienne qui aurait disparu. Elle marque en fait une tradition artistique et probablement symbolique qui couvre la grande majorité de la chronologie historique du pays depuis au moins 2500 ans. Jean-Marie Ouadja-Ouané, avec tout ce que nous avons dit aujourd'hui, c'était absolument passionnant. Nous saisissons combien il faut se départir d'un regard occidental qui aurait écrit cette histoire et parfois qui l'aurait tordue avec des populations premières, effacées par d'autres populations. Demeure la question de la transmission de cette histoire-là. Est-ce qu'il y a un intérêt très fort au moment d'une fouille archéologique pour les habitants d'un endroit de venir comprendre leur propre passé ? Alors oui, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, dès que les sites de fouilles sont assez accessibles, en fait, on essaie d'organiser des visites, en tout cas aux jeunes, aux plus jeunes, et pareil par des ouvertures à des personnes plus grandes, au fait, à la connaissance, au fait, de ce riche passé de l'archéologie calédonienne, de toutes les données qu'on est capable de montrer à travers les objets, et surtout ça permet de petit à petit de déconstruire des schémas au fait que les gens ont dans leur tête. On parlait tout à l'heure au début de cette discussion au fait des fameux remplacements de population. C'est encore des discours qui sont très ancrés chez certains groupes. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, le fait de pouvoir rendre disponible cette donnée par le biais d'expositions et de visites de sites archéologiques, ça contribue petit à petit à ce que les gens en fait s'imprègnent au fait de cette langue histoire et de cette langue chronologie d'occupation de la Nouvelle-Calédonie, parce que à terme au fait ça contribue à s'approprier au fait ce savoir qui est un savoir commun au fait à toutes les personnes qui par le biais de l'histoire ou des époques plus anciennes se sont installées et demain s'installeront dans l'archipel calédonien. Ah oui, l'important de s'approprier sa propre histoire. Christophe Sand, je voudrais terminer en citant ce superbe livre, votre livre Hécatombe océanienne, histoire de la dépopulation du Pacifique et ses conséquences, 16e, 20e siècle, c'est publié au Vent des Îles, c'est richement illustré, il y a tout cet apport, et on peut le dire, on va pas parler de ce livre qui est si riche en si peu de temps, mais dire que c'est saisissant, cette longue histoire que vous nous avez racontée aujourd'hui, décrite et expliquée, comment brutalement, il y a un chaos sans nom avec l'arrivée des Européens. Oui, effectivement, l'histoire de l'humanité est une histoire de maladie, est une histoire de catastrophe, et le Covid a été juste le dernier épisode. Et effectivement, les Européens, en arrivant dans le Pacifique, sont arrivés avec des maladies. La grippe, la tuberculose, la rougeole, les oreillons, la syphilis, la gonorrhée, et ils se sont retrouvés face à des populations qui n'avaient aucune protection immunitaire parce qu'ils n'avaient jamais rencontré ces maladies. Et donc l'introduction de ces maladies de façon involontaire par les premiers navigateurs a entraîné des épidémies
extrêmement mortelle. Quand je dis extrêmement mortelle, c'est la capacité pour une grippe d'emporter 30% d'une population en quelques mois, juste en quelques mois, et la multiplication des contacts au cours du 19e siècle, là, dans de nombreux archipels, aboutit à une dépopulation qui est massive. Dépopulation, c'est ce mot qui apparaît dans le sous-titre et on comprend l'ampleur de ce qui s'est passé avec ce contact avec les Européens. Merci vivement à tous les deux, Christophe Sand, Jean-Marie Ouadjaouane, de nous avoir depuis la Nouvelle-Calédonie raconté cette longue et riche histoire du peuplement de ces îles, ces archipels. Merci vivement à vous deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment la cynologie française est-elle devenue un sport de combat? En 1874, Paul Perny publia un pamphlet anonyme dans lequel il dénonçait l'incompétence de Stanislas Julien, ancien professeur de chinois au Collège de France, décédé l'année précédente, et de son élève et successeur, le marquis d'Hervey de Saint-Denis. Monsieur le marquis d'Hervey de Saint-Denis est absolument incapable de parler, de composer 6 lignes en chinois et de traduire du chinois. Dites-lui de vous composer une lettre à l'empereur de Chine. Demandez-lui de vous traduire une page de Confucius, une épigraphe, une inscription. Vous verrez la mine de ce prétendu sinologue qui déjà se laisse, lui aussi, appeler éminent sinologue. Pour nous l'appelons du nom qu'il faut donner hardiment à tous ceux qui marchent sur ses traces et qu'il faut signaler à l'opinion publique, ce nom est celui d'éminent charlatan. Cette polémique opposa les deux sinologies qui existaient alors dans le monde intellectuel français. Alors que Stanislas Julien, puis Hervey de Saint-Denis, avaient acquis la langue chinoise classique à Paris, c'est en Chine que l'abbé Perny s'était familiarisé avec le chinois contemporain, tant écrit que parlé. De 1847 à 1869, il avait œuvré dans différentes villes chinoises dans le cadre des activités de la Société des missions étrangères de Paris avant de rentrer en France. Bien qu'il ait pris soin d'affirmer que sa critique n'était pas motivée par un mobile d'intérêt, de jalousie ou de rancune, force est de constater qu'en 1873, il avait été candidat sur la chaire du Collège de France, mais c'est son concurrent, le marquis d'Hervey de Saint-Denis, qui avait été élu. Ce dernier porta plainte devant le tribunal correctionnel de Versailles pour défendre sa réputation et l'honneur du Collège de France. Alors que l'abbé Perny s'était justifié en évoquant une polémique purement littéraire, le tribunal donna raison au plaignant en affirmant que la véritable intention de Perny était de nuire en provoquant un scandale odieux et d'empêcher un professeur de remonter dans sa chaire. Les juges condamnèrent donc Paul Perny à une amende de 500 francs et à 6 mois d'emprisonnement pour diffamation envers un particulier, peine réduite à 2 mois de prison par la cour d'appel. Cette polémique est intéressante, car elle montre comment les intellectuels du XIXe siècle pouvaient s'y prendre pour défendre